recevons sur ce plateau Pierre Gondo, porte-parole de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir Pierre Gondo. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes là pour nous parler de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue samedi dernier pour le compte bien sûr de la Fédération ivoirienne de football. Mais également nous allons parler de la shortlist des 5 candidats qui ont été retenus donc pour entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous allons prendre un par un ces candidats. Déjà, on va parler des critères. Voilà. Quels sont les critères? Nous savons déjà il faut être titulaire d'un diplôme de haut niveau. Voilà, absolument. Donc les 5, on suppose qu'ils remplissent ces conditions. Ensuite, il faut avoir une bonne expérience internationale. Bonne expérience internationale, accepter de résider en Côte d'Ivoire, oui. Avoir le français comme langue de travail courant. Oui. Il faut avoir une grande capacité d'adaptation. Grande capacité et puis une expérience africaine. Une expérience africaine. Voilà. Et aussi une aptitude au travail d'équipe. Et donc, ces 5 qui ont été retenus. Écoutez, nous avons une commission indépendante, oui. Appelons-la comme ça, une commission technique indépendante qui travaille avec à sa tête le président Didier Benjamin, un ancien. Donc cette commission s'est réunie, a reçu, vous l'avez vu, environ 49 dossiers exactement. Donc ils ont dépouillé, ils ont fait un premier dégraissage et là ils viennent aujourd'hui donc d'arrêter une shortlist de 5. Je crois que vous avez les noms, vous pouvez les donner aux spectateurs. On peut commenter globalement pour dire qu'on constate au vu des noms-là, d'abord qu'il y a un intérêt certain pour l'équipe nationale et que ces personnes qui sont là ont une forte expérience. Beaucoup sont connus de nous parce qu'ils ont entraîné des équipes qu'on connaît. Et il n'y a pas mieux que tous les Ivoiriens dont tout le monde se souvient, Kasper Zak, qui nous a conduits à Tunis 94. D'accord. Voilà, Dago Chal pourra mieux en parler certainement. D'accord. Nous allons donc prendre candidat par candidat et tout à l'heure vous nous direz à quand le nom de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Eh bien, premier nom, nous avons Michel Dussuyer, qui est donc sur cette liste. Nous allons voir sa fiche, Charles Dago. C'est donc cet entraîneur-là qui a été adjoint en 2006 de Henri Michel. Et bien sûr, il a entraîné le Bénin de 2008 à 2010 et la Guinée de 2010 à 2015. Écoutez, je pense que la commission est à féliciter. Sauf que quand j'ai écouté tout à l'heure M. Gondo Pierre, j'ai entendu que, par exemple, ceux qui devaient faire partie de cette shortlist-là devaient avoir une expérience africaine. Oui. Je pense que pour Antonetti, il n'y a pas d'expérience africaine. Donc je viens, c'est juste pour dire que pour M. Gondo, au niveau de la commission, ça je n'arrivais pas à comprendre. Sinon, pour ce qui est de M. Dussuyer, c'est tout à fait normal. Il a vraiment bourlingué sur les stades africains, dans les pays africains. Il a travaillé déjà en Côte d'Ivoire. Il a supervisé des matchs des éléphants pour la nation ivoirienne. Donc il connaît plus ou moins la mentalité ivoirienne. Il connaît la pression qu'il y a à porter cette tunique d'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ce n'est pas un mauvais choix. Seulement, les gardiens de but, généralement, ils ne réussissent pas trop comme sélectionneurs. Et donc c'est un peu ça mon petit truc, quoi. D'accord. Le deuxième donc sur cette liste, c'est Patrice Neveu, qui était en 99 avec le Niger, ensuite de 2004 à 2006 avec la Guinée, 2008-2010 la RDC, et puis il vient de la Mauritanie, 2011-2014. Oui, lui aussi, il a une certaine expérience quand même de l'Afrique. Il connaît le championnat africain, il connaît les équipes ivoiriennes. On l'a souvent écouté sur certaines chaînes. Donc quand il parle de football ivoirien, quand il parle du football africain, on sait qu'il sait de quoi il parle. Donc à ce niveau-là, la commission aussi a fait une très belle pioche. D'accord. Salif, réaction? Il a été beaucoup aimé en Mauritanie, surtout parce qu'il a été le premier à qualifier la Mauritanie au jeu qu'on appelle communément CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Et depuis cette qualification, en 2014 en Afrique du Sud, il ne cesse de penser de plus en plus à aller dans de plus grands pays. Parce que la Mauritanie, ce n'est pas forcément ce grand pays de football, mais depuis qu'il a réussi à se hisser un peu à ces niveaux-là, à ce standard, il estime que de plus en plus il prétend à des ambitions plus nobles. Paolo Duarte.
Ouais, lui, il est vraiment connu du milieu ivoirien, ça, il faut le reconnaître. Il a travaillé véritablement avec le Burkina Faso. Et là, on sait ce qu'il a fait de cette équipe du Burkina. Il a vraiment permis à des garçons comme Petropa et autres, là, vraiment de rentrer sur l'échiquier africain. Et donc, lui, et quand on parle du Burkina, on sait qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Nous sommes deux pays frères. Celui qui connaît le Burkina connaît la Côte d'Ivoire. On a eu l'occasion en tout cas de voir cet entraîneur à l'œuvre ici en Afrique. On en arrive maintenant à Frédéric Antonetti, vous le disiez tout à l'heure, qui n'a pas de sélection à son actif. Voilà, donc moi, c'est juste une interrogation, hein, ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas à même. Seulement, quand on écoute les critères, je pense qu'Antonetti n'a pas une expérience africaine. Et donc, pour moi, la commission, à mon sens, ne devait pas pouvoir le sélectionner. Et si on s'en tient seulement à ce critère. Maintenant, après, on pourrait me dire qu'il a entraîné les différents clubs qu'il a entraînés en Europe, il a côtoyé des joueurs africains. En même temps, il y avait 6 critères, hein, ce n'est pas le seul critère. Ah d'accord, je pensais qu'on devait forcément tenir compte des 6 critères. M. Gondo pourra certainement nous... Non, moi je dirais qu'il y a un faisceau des critères. Maintenant, la commission, je n'en suis pas membre. J'observe simplement qu'ils ont certainement un classement. Vous voyez, quand vous choisissez un pour l'entraîneur. Antonetti est un entraîneur bien connu, j'allais dire que vous connaissez, qu'on a vu, comme il a dit, qu'il y a eu beaucoup de joueurs, même ivoiriens, en club, dans les clubs qu'il a eu en France. Donc c'est un entraîneur au caractère bien trempé, qui peut-être aussi, il y a quelque chose qui peut jouer, je ne sais pas. Mais je me dis que le caractère qu'il a, peut-être... celui qui attire et qui fait qu'on se dit, bon, ce monsieur-là peut-être peut faire partie de ceux qui peuvent être à même de diriger notre équipe parce que c'est quelqu'un qui a du caractère. Et puis on retrouve notre cher Kasper Zak. Kasper Zak, dont vous parliez tout à l'heure, qui est très connu des Ivoiriens, qui était avec la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, le Mali, le Sénégal et encore le Mali. Kasper Zak. Ben, écoutez, on n'a pas encore épluché toute la liste, mais pour moi, les Ivoiriens le connaissent déjà. Avec lui, on a été la meilleure nation en 1994. Et bon, pour d'autres raisons, il est parti. Et si aujourd'hui il veut revenir, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il veuille revenir comme Everina l'a fait. Elle a dit qu'il ne fermait pas la porte. Il pouvait, pourquoi pas, revenir. Et Kasper Zak l'avait dit. Et donc, je pense qu'il respecte sa parole. Il mérite d'être sur cette liste-là parce qu'effectivement, il connaît l'Afrique. Il connaît surtout l'Afrique de l'Ouest, parce que sachant que nous remarquons quand même que le football en Afrique ici, ce sont pratiquement la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest qui font montre d'un certain talent au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Kasper Zak a entraîné la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Ça voudrait dire qu'il a une certaine expérience vraiment solide de l'Afrique. N'oublions surtout pas qu'avec le Mali, de 2013 à 2015, il a surtout œuvré à ce que cette équipe soit beaucoup plus rayonnante sur le continent. Quand vous avez des Seydou Keïta, vous avez toute cette équipe flamboyante, cela veut dire qu'il y a certaines ressources, il y a certaines compétences que l'homme lui-même dégage et que son expérience de plusieurs années peut l'amener peut-être à déceler des talents parce que la Côte d'Ivoire en a besoin actuellement, des jeunes et des jeunes. Et peut-être qu'il saura qui peut jouer ce rôle-là. D'accord. Tout à l'heure, monsieur, vous nous direz quelle est votre préférence, hein, sans faux fuyant, vous allez nous dire qui vous avez choisi, vous, en attendant que la FIF fasse son choix. Et à quand le choix de l'entraîneur des éléphants? Écoutez, donc, notre commission s'est réunie, elle a sorti cette liste. Maintenant, il faut rentrer en contact avec ces personnes qui ont été choisies, étudier. Là, on a étudié les dossiers, maintenant il faut discuter avec ces personnes, voir quel est le projet, quelles choses qu'ils ont, quelles sont leurs prétentions. Donc la commission va faire ce travail-là. Et puis, une fois qu'on aura toutes les informations, en ce moment, il va soumettre donc, son travail au comité. Il n'y a pas de date encore qui est arrêtée, hein. Oh, je pense qu'on se donne une dizaine de jours pour pouvoir, j'allais dire, boucler les contacts avec ces 5 personnes choisies. Et après, certainement, la commission va affiner encore son choix. Peut-être elle va sortir 3 noms qu'elle va soumettre au comité exécutif. Et là, ça saute à l'œil, hein. Il y avait un Ivoirien qui était donc candidat. Siloué qui était candidat. Malheureusement, c'était le seul. Et bon, si la commission n'a pas retenu, certainement qu'il ne remplissait pas à ses yeux les critères de choix. Oui, allez-y. Justement, je voudrais reformuler cette question.
à l'endroit de M. Pierre Gondo, la fédération s'évertue à former nos entraîneurs locaux ici. Je parle à Kwame, Amani Yao, Alain Guamene et autres, Maxime Guamene. Qu'est-ce que ça leur fait, eux, fédération, qui mettent suffisamment de moyens pour pouvoir former nos entraîneurs? En fait, ils font un appel d'offres, un appel à candidature pour pouvoir avoir un entraîneur. Oui. Et ils voient que les Ivoiriens ne sont pas du tout intéressés. Parce que ça, il faut le dire, qu'est-ce que ça leur fait, eux, fédération? Non, je pense qu'il faut pas désespérer qu'à terme, les entraîneurs que vous citez arrivent, j'allais dire, en équipe nationale A. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre qui sont en train de manager des équipes de jeunes, qui sont en train d'acquérir leur expérience. Vous avez Camara, vous avez Soualio Diomandé, vous avez même Rigaud qui est venu un peu. Vous avez un certain nombre d'entraîneurs qui frappent à la porte déjà, qui sont déjà aux sélections des jeunes. Je pense que c'est avec le temps qu'ils vont arriver en haut. Donc, il ne faut pas désespérer. Aujourd'hui, les entraîneurs que vous citez sont certainement concentrés sur la fin du championnat qui est très épique. Tous ceux que vous citez sont en poste aujourd'hui et sont en train de se battre pour maintenir leurs équipes dans l'élite. Laissons-les travailler et puis bon, donnez-leur le temps de gravir les échelons. Si ça les intéresse de venir, j'allais dire, comme sélectionneur national. De jeunes, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant de commencer plus bas et puis de monter avec. D'accord, on va donc récapituler rapidement les 5 entraîneurs candidats qui sont retenus pour l'instant avant de sortir l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Il y a Michel Dissueur, Patrice Neveu, Paolo Duarte, Frédéric Antonetti et Henri Kasperzak. Et dans 10 jours environ, on aura donc l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Pendant qu'on voit encore ces différents entraîneurs. Rapidement, messieurs, votre choix personnel? Non, sans hésiter, Henri Kasperzak. Henri Kasperzak pour vous. Franchement, il a le background qu'il faut. Et c'est celui-là qui, en 1994, ça il faut le souligner, lorsque certains entraîneurs pensaient qu'on ne pouvait pas associer Thierry Jouel et Aboulaye Traoré, il a essayé. Il l'a fait en 1994 et ça a vraiment marché. Il a aussi fait rentrer des jeunes gens comme Guel Kiresois à cette époque-là. Il leur a donné leur confiance en équipe nationale. Ils ont fait montre d'un certain talent, comme les Michel Bassoulé et autres. Et donc, quand on regarde un peu plus ou moins ce qu'Hervé Renard a fait avec l'équipe nationale, en mettant quelques nationaux, je dirais, avec les professionnels, je pense que ça ressemble un peu à ça. Parce que Hervé Renard, il a réussi là aussi où beaucoup d'entraîneurs ont échoué. Je prends un aspect de la chose, c'est ramener Yaya Touré en poste de demi-défensif et nous permettre de gagner la Coupe d'Afrique. Et donc, pour moi, c'est ce que j'appelle des hommes à caractère, faire pouvoir changer une équipe nationale. Et à ce niveau-là, Henri Kasperzak est l'homme de la situation, à mon sens. Salif? L'époque a un peu changé. Les mentalités ne sont peut-être plus les mêmes en sélection. Mais si moi je dois porter un choix, je dirais Frédéric Antonetti. Parce que de cette shortlist, je constate qu'il est celui qui, en Europe, a beaucoup plus de contacts sûrement avec certains joueurs. Il a peut-être contribué à l'émergence de certains et peut-être qu'il peut mieux cerner le problème. N'oublions pas qu'il est approximativement beaucoup plus de la même génération qu'Hervé Renard, qui avait su communiquer avec ces jeunes-là. Prendre quelqu'un d'un autre âge, d'une autre époque... Conflit de génération pour vous. Pierre Gondo. No comment. Je vous demande... Enfin, je connaissais la réponse, voilà, c'était juste pour vous taquiner. On va parler maintenant de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football qui s'est tenue samedi dernier à la maison de l'entreprise au Plateau. À l'ordre du jour, le rapport d'activité 2014, le bilan financier et le budget 2015. Le résumé de Ange Assoukrou. Les comptes de la Fédération ivoirienne de football passent enfin au vert. L'exercice 2014 est excédentaire de 320 millions de francs CFA. Le président Sidi Diallo l'a annoncé au club au cours de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 27 juin 2015. Les deux exercices précédents étaient déficitaires respectivement de 2 milliards de francs CFA et de 500 millions de francs CFA. Aujourd'hui, je suis convaincu que tout le monde sait que le football est bien organisé, déjà par l'esprit que nous dégageons, par la solidarité que nous démontrons au peuple ivoirien.
et aussi par les résultats que nous venons de connaître. Les sponsors de la fédération ont grandement contribué au rééquilibre des comptes avec un appui d'1,9 milliard de francs CFA. Les clubs satisfaits ont donné leur quitus pour l'exercice 2014. Dans la foulée, ils ont adopté le budget 2015 qui s'élève à 6,622 665 000 francs CFA. Budget en baisse par rapport au précédent qui était de 11 517 323 000 francs CFA. Selon le porte-parole de la FIF, Pierre Gondo, cela s'explique par le fait que le budget précédent comprenait la participation au Mondial 2014. S'agissant de la Coupe du Monde 2014, justement, le bonus de la FIFA d'un montant de 250 millions de francs CFA sera totalement redistribué à l'ensemble des clubs et des groupements d'intérêt. Pour les subventions restant à payer au titre de la saison 2015 au club, elles s'élèvent à 582 millions de francs CFA, soit 16 millions par club de Ligue 1, 7 millions par club de Ligue 2 et 5 millions par club de D3. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministère des Sports, Sila Moumouni, a donné l'assurance que le gouvernement entend financer les compétitions internationales. Il a également indiqué que les arriérés dus aux fédérations sportives seront payés très bientôt. Membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football, l'ancien ministre des Sports, Laurent Dona Fologo, a fait une adresse très applaudie par les présidents de clubs. Alors on retrouve avec plaisir le président Fologo. À quoi répond déjà sa présence à cette Assemblée générale? Écoutez, il a lui-même dit, le président Fologo a été pendant 10 années à la tête du sport ivoirien. Et c'est avec joie qu'il a voulu répondre cette fois-ci à l'invitation de la fédération. En tant que membre d'honneur, il faut savoir qu'il est membre d'honneur de la fédération ivoirienne au même titre que certaines autres personnalités. Donc il est venu rehausser de sa présence réchauffante, j'allais dire, cette assemblée générale, nous rappeler, j'allais dire, certains souvenirs et puis nous donner des conseils. En tout cas, c'est une présence que nous avons beaucoup appréciée, que l'ensemble des présidents de clubs et l'ensemble de la famille du football a beaucoup apprécié, de savoir que le doyen peut encore donner de son temps au sport, au football. On va revenir sur ces bonnes nouvelles annoncées au cours de cette Assemblée générale. Il s'agit des bonus. Bon, les bonus du mondial, il faut savoir que la FIFA a fixé donc à 500 000 $ le bonus attribué à toutes les fédérations qui ont participé donc à la Coupe du Monde 2014 et la fédération a décidé, ainsi qu'elle l'a fait en 2006 et en 2010, oui, d'octroyer donc l'entièreté de cette cagnotte donc aux 76 clubs, de Ligue 1, de Division 2, de Ligue 2 et de D3. Chacun des clubs recevra donc 3 millions, donc le même montant pour tout le monde. Et puis les clubs de division régionale recevront 500 000 francs. Les groupements d'intérêt comme l'association des footballeurs, la FI, recevra, je crois, 5 millions. Les 5 groupements d'intérêt recevront 500 000 francs chacun. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on reçoit, donc les subventions ordinaires. Non, ça n'a rien à voir avec les subventions ordinaires. C'est un bonus, comme on dit, comme la FIFA le nomme. Et le bonus, donc la FIFA le donne au club. C'est clair. Nous allons donc passer à la prochaine étape après cette Assemblée générale. La prochaine Assemblée générale sera donc... élective, normalement. Écoutez, il est heureux que déjà cette Assemblée générale se soit tenue, j'allais dire, aux dates statutaires, qu'elle ait eu lieu avant le 30 juin, et que le club ait pu, j'allais dire, avoir donc le rapport d'activité des activités 2014, que tous les comptes aient été approuvés. Maintenant, la voie est ouverte pour l'Assemblée générale élective. Il appartiendra à la fédération et au club de se mettre d'accord. Vous savez que le mandat court jusqu'au 10 septembre. Donc d'ici là, on pourra se mettre d'accord avec les clubs pour voir comment on passe à l'étape suivante. Voilà. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Et on attend la FIF pour le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Bientôt. Tous les Ivoiriens l'attendent. Bientôt. Bientôt. Tout à l'heure, nous allons recevoir le sélectionneur national de l'équipe de rugby, accompagné du capitaine. Mais pour l'instant, parlons de cette visite des infrastructures sportives menée par le ministre des Sports le week-end dernier. La délégation du ministre était du côté de Yamoussoukro, Benson Piraka.
Voilà le lycée scientifique de Yamoussoukro. Ce joyau imaginé par Félix Houphouët-Boigny se meurt, et notamment au niveau de ses infrastructures sportives. On est passé de l'éclat de la lumière à la mélancolie de l'obscurité. C'est le constat amer effectué par François Albert Amicha au cours de sa visite dans la capitale politique. Il avait à ses côtés le préfet de région, André Ekponon. Le stade municipal de Yamoussoukro, qui accueille les matchs de Ligue 1, c'est-à-dire l'élite du football ivoirien, est loin, très loin des standards internationaux. Et l'un des murs de la clôture qui s'est effondré l'atteste aisément. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et le lycée Mami Adjoua ont heureusement redonné le sourire aux autorités. Ici et là, au moins, les infrastructures, sans être parfaites, autorisent une pratique saine et sécurisée du sport. Nous avons quand même un peu de tristesse en regardant certaines infrastructures. Nous avons vu les infrastructures au lycée scientifique. C'est dans un état déplorable, pour ne pas dire catastrophique. Par contre, ici à l'INP, les infrastructures existent, sont bien entretenues. Il y a quelques réglages, aménagements à faire, mais l'essentiel des infrastructures est bien entretenu. Et c'est cet exemple-là que nous souhaiterions voir dans les autres établissements. Le ministre a profité de sa présence à Yamoussoukro pour organiser une séance de travail avec les directeurs départementaux pour mieux s'imprégner de leurs difficultés sur le terrain. François Albert Amicha a achevé sa tournée par une visite surprise à l'équipe nationale de rugby en préparation pour la CAN de la zone B qui aura lieu à Kampala, en Ouganda, du 5 au 11 juillet 2015. Et justement, sur ce plateau, le sélectionneur national des éléphants rugbymen, Adopo André, bonsoir. Bonsoir Cathy. Bienvenue sur notre plateau. Je rappelle que vous résidez en France et vous êtes là pour la préparation des éléphants avant cette Coupe d'Afrique des Nations, accompagné de Meïté Bakary, le capitaine. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Vous également, vous évoluez du côté de la France. Vous étiez à Béziers, après vous êtes allé à Massy et là vous retournez à Béziers. Exactement. Ouais. Comment ça se passe dans le championnat? Écoutez, en championnat de France de Pro D2 en deuxième division, ça se passe plutôt bien pour moi. Je retourne dans un club que je connais bien et qui est assez ambitieux dans ce championnat, donc je suis très content. Ouais. Nous avons eu l'occasion de vous suivre du côté de la France et en tout cas, nous avons remarqué que nos joueurs ivoiriens sont très bien vus dans leurs différents clubs en France et bien sûr à travers le monde. La Côte d'Ivoire va tenter de rejoindre à nouveau la zone A où elle était lors de la dernière Coupe du Monde, la seule d'ailleurs à laquelle elle a pris part. Et depuis, plouf, on ne retrouve plus la Côte d'Ivoire au niveau. Alors, comment se passe la préparation ? La préparation se passe très bien. Nous avons commencé la préparation depuis le 20 juin à Yamoussoukro. Et sous la houlette du préparateur physique qui est venu de la France, Guillaume Jackson, les joueurs ont eu une grosse charge de travail sur la première semaine. Et là, nous sommes dans une deuxième semaine où nous préparons activement l'équipe tactiquement, techniquement, stratégiquement pour la compétition. Alors, comment vous sélectionnez ces joueurs-là? D'où ils viennent, ces joueurs qui vont représenter la Côte d'Ivoire? L'équipe composée de 24 joueurs, nous avons 13 joueurs qui viennent de la France et 11 joueurs qui viennent de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'au début, on voulait venir avec 18 joueurs. Malheureusement, pour des problèmes de blessures, des problèmes d'absence professionnelle, on n'a pas pu avoir tous les joueurs. Donc finalement, nous n'avons eu que 13 joueurs qui sont venus de la France. Et puis nous avons pris 11 joueurs qui jouent dans le championnat ivoirien. Voilà. Capitaine, comment se passe cette préparation dans le groupe, l'harmonie au niveau du groupe? Écoutez, on est toujours très content de revenir en Côte d'Ivoire quand on est appelé par le sélectionneur. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de regroupements, donc c'est toujours avec grand plaisir qu'on se retrouve tous ensemble avec les joueurs locaux qui évoluent ici. Donc quand on est là, il y a beaucoup de bonne humeur, beaucoup de rigueur aussi, beaucoup de travail. On travaille très dur, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Et comme je vous dis, c'est toujours un honneur pour nous qui sommes expatriés de représenter notre pays. D'accord, et ça va être un peu difficile encore cette année, parce qu'on a vu ici au cours de la dernière CAN, enfin il y a 2 ans, face au Maroc, c'était très difficile pour monter dans la zone B. Et cette fois-ci, à quoi vous devez vous attendre? On y va pour gagner. C'est une compétition qui se joue à l'extérieur. On a de grandes chances. On a eu une préparation qui est pour l'instant optimale.
On a un préparateur physique, comme disait le sélectionneur. On travaille très dur physiquement, on travaille dur tactiquement, on s'entraîne 3 fois par jour. Donc on met toutes les chances de notre côté pour remporter cette compétition. Et ça passera que par le travail en fait. Quelles sont les différentes dates au niveau de la préparation, du départ, des compétitions? Il faut dire que la préparation a commencé en France déjà depuis le 14 mars. Nous avons fait un match amical contre le Sénégal, le 14 mars à Toulouse. Ensuite, nous avons fait un stage à Épernay le 29, 30 et 31 mai pour pouvoir retenir les joueurs qui sont venus en Côte d'Ivoire pour faire le stage. Et après, nous avons fait le stage du 20 juin jusqu'au 2 juillet. Le départ pour Kampala est prévu pour le 2 juillet, début de la compétition le 5 juillet, où nous jouons contre l'Ouganda, qui est le pays hôte. D'accord. Charles? Oui, coach, bonsoir. Bonsoir. Tantôt, vous disiez que vous avez souhaité venir avec 18 professionnels. Oui. Pour raison de blessures, vous êtes venu seulement avec 13. Oui. Là, vous avez trouvé sur place 11 joueurs locaux. Parce qu'ils sont blessés, vous avez laissé au moins 5. Oui. Vous trouvez 11. Est-ce qu'aujourd'hui, durant la préparation, vous sentez que ceux qui sont là ont sensiblement le même niveau que ceux qui viennent de France? Parce qu'on sait qu'ici, pratiquement, on n'évolue pas dans les mêmes conditions. C'est ça. Bon, ils n'ont certainement pas le même niveau parce que déjà, en Côte d'Ivoire, ils n'ont fait que 2 matchs cette année pour le meilleur des cas. Ensuite, ceux qui sont en France, ils ont quand même un niveau d'entraînement, un niveau de jeu un peu plus élevé, mais il faut donner la chance aux joueurs qui sont ici. Moi, je dis toujours, le rugby doit partir de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau des joueurs ou de l'encadrement technique. Donc, ils ne sont pas là, ils sont remplacés par d'autres qu'on essaie de préparer au mieux pour arriver à la compétition avec la forme optimale. Voilà. D'accord, avant de terminer, quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire? Les chances de la Côte d'Ivoire sont très grandes. Et les adversaires aussi? Les adversaires aussi, tout le monde part pour gagner la compétition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Madagascar, qui descend du groupe A, est un peu l'inconnu pour nous. Sinon, le Sénégal, nous avons rencontré 2 fois en France. Ils nous ont battu 2 fois dans les matchs amicaux. Mais vous savez qu'un match amical et puis un match officiel, ce n'est pas pareil. Surtout que sur le dernier match, on aurait pu gagner le match si on avait bien géré. Et l'Ouganda, que nous avons battu l'année dernière, on dit souvent en sport que le vainqueur d'hier est le favori d'aujourd'hui. Mais bon, on part avec nos chances, avec notre détermination. Nous avons un grand coup cette année à jouer pour monter en groupe A. Il faut savoir gérer les matchs, les prendre les uns après les autres. Et puis gérer la récupération, gérer aussi le stress des joueurs qui, pour la première fois, vont en compétition. Je pense qu'on a de grosses chances de remporter ce trophée. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Hein. Merci, capitaine, d'être venu sur notre plateau. Et puis, merci, coucou à votre mère. Oui, elle vous renvoie aussi, le bonjour. On va faire un gros coucou à Max Brito, bien sûr, et sa charmante infirmière, Baya, qui était là il y a quelque temps, ici en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. On souhaite bonne chance à l'équipe de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons commencer à parler de basketball avec les dames. La 14e et avant-dernière journée de la saison cette année chez les dames a été marquée par l'opposition ABC-CSA. Une rencontre qui a été remportée par les championnes de Côte d'Ivoire, l'ABC, 63 à 46. Le compte-rendu de Daniel Kobikwalou.